Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, je suis ravi comme chaque semaine de vous retrouver pour les émissions Timeline. Cette semaine, c'est l'épisode 2, la suite et la fin de Robert Bruce et l'indépendance de l'Écosse. Vous vous souvenez, on s'était arrêté au moment de la torture et de la fin de William Wallace, au moment où Édouard Ier, en gros, a gagné la partie. Alors, épisode 2 tout de suite, on va pas faire toute une intro qui va durer 3 heures. Je suis ravi de vous voir encore une fois, de vous avoir, d'être avec vous. Allez, on y va tout de suite. Épisode 2, Robert Bruce et vraiment, cette fois, l'indépendance de l'Écosse. Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Donc au au lendemain, si vous voulez, de la mort de William Wallace, Édouard Ier, on peut le dire, a gagné la partie. Vous vous souvenez, tous les comtes, les barons, les évêques d'Écosse lui ont fait leur soumission, y compris les Bruce et les Comyn, qui sont d'ailleurs des rivaux traditionnels, ou d'autres s'étaient même exilés sur le continent. Instruit par les erreurs de la décennie précédente, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, donc, consent à donner à l'Écosse une sorte de gouvernement semi-autonome. Il va convoquer les États du royaume à Perth en mai 1305 et, sur leur recommandation, il va nommer un conseil de 24 membres, parmi lesquels on voit figurer même d'anciens chefs de la résistance, l'évêque Lamberton, Robert Bruce, John Comyn, qui sont maintenant ralliés. Malgré tout, c'est quand même un gouverneur anglais qui représente le roi en Écosse, le comte de Richmond, qui est neveu d'Édouard. À part ce détail, et la présence quand même de garnisons anglaises dans les châteaux royaux, on pourrait avoir l'illusion de l'indépendance, d'autant plus qu'il était promis que le pays serait gouverné, je cite, « selon les lois, coutumes et libertés en usage au temps d'Alexandre III ». Vous noterez quand même en passant que le pauvre roi Jean, qui est toujours en exil, plus personne n'en parle. La page d'histoire qui a été ouverte avec la mort de la petite vierge de Norvège était tournée, mais c'était au profit de l'Angleterre, parce qu'en dépit des apparences, le roi Édouard est donc bien le maître du jeu, puisqu'il est précisé, souvenez-vous, que les anciennes lois et coutumes d'Écosse pourraient être par lui amendées en cas de besoin, vous vous souvenez ? Il faut reconnaître les années de lutte depuis 1296 ont marqué les esprits de façon indélébile. Un véritable sentiment d'identité nationale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut employer cette expression sans anachronisme, j'y reviendrai. Ce sentiment est né qu'aucune concession faite par le roi d'Angleterre ne pourrait plus jamais faire disparaître. On peut dire que dorénavant, il y a un vrai sentiment, un ADN qui s'est construit et qui coule, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais qui coule dans les veines de tous les Écossais. Au-dessus des rivalités, des jalousies et des ambitions des comtes et des barons, ambitions toujours âpres, violentes, etc., c'est surtout le haut clergé qui est le cœur de ce patriotisme qui se manifestait spontanément par l'hostilité envers les Anglais qui sont installés évidemment en Écosse, les évêques Lamberton et Wishart, malgré tous les serments de fidélité qu'ils ont pu faire à Édouard et toutes les admonestations du pape, se sentent écossais dans l'âme et sont prêts à soutenir toute résistance qui viendrait à renaître, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à souffler sur les braises. Au niveau strictement légal, juridique, là encore une fois, je rappelle, le Moyen-Âge est vraiment une période extrêmement juridique. La position d'Édouard est inattaquable. Le roi Balliol a abdiqué, il n'est jamais revenu sur son abdication. Les seigneurs et les villes d'Écosse ont également prêté serment aux vainqueurs anglais. Le pape, aussi bien que le roi de France, le reconnaissent comme maître du pays. Un soulèvement donc semblable à celui de Wallace en 1297 se heurterait à coup sûr à énormément d'obstacles, non seulement militaires, mais donc juridiques, diplomatiques et donc même religieux. Robert Bruce, il a 30 ans en 1304 et au fond de lui,
Il n'a jamais douté, pas une seconde, de son droit héréditaire au trône, et malgré tout, comme les autres, il a fait acte de soumission à Édouard Ier. Ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de revirements, on va le voir. Mieux même, il est traité par le roi avec une bienveillance qui est quand même assez particulière. Son frère cadet, qui s'appelle Édouard, fait même partie de l'entourage proche du prince de Galles, héritier du trône. Robert possède même de vastes domaines, de riches domaines en Angleterre. Il est comte de Carrick, ce qui fait de lui l'un des plus riches seigneurs d'Écosse. En aucune façon, il peut donc se considérer victime, si vous voulez, de la domination anglaise. Au contraire, même, je dirais. Le roi d'Angleterre peut même voir en lui l'un des principaux soutiens en Écosse. Alors, la question qui suit est importante et beaucoup d'historiens, encore aujourd'hui, se posent la question. Pourquoi, dans ces conditions, Robert Bruce rompt-il en 1306 avec la ligne de politique pro-anglaise qu'il a suivie jusqu'alors, et pourquoi se lance-t-il dans une aventure qui a failli d'abord lui coûter la vie à lui, mais à sa famille tout entière, et qui en définitive va l'asseoir sur le trône d'Écosse comme premier roi d'une nouvelle dynastie? Eh bien c'est là, justement, toute cette émission. Ça part peut-être d'un événement qui pourrait presque être un détail, si vous voulez, mais qui va mettre le feu aux poudres. En dépit de la paix établie en 1304, vous avez pas mal d'irréductibles qui résistent encore dans le nord. Vous avez l'évêque de Moray en tête. John Comyn, donc vous savez, hein, les Comyn qui détestent les Bruce, etc. Bon, John Comyn, qu'on dit le rouge, déteste donc Bruce, il le jalouse depuis toujours, et il l'accuse auprès du roi Édouard de comploter avec les rebelles. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On n'a encore aujourd'hui pas la réponse. En tout cas, Édouard, le roi, semble y ajouter foi. Et Bruce a connaissance de ça. Et avant d'être arrêté, il se précipite à Dumfries où se trouve Comyn. Une dispute s'ensuit violente dans l'église des frères Gris, les franciscains. Elle dégénère au point que John Comyn et son oncle Robert sont abattus sur les marches de l'autel. Et même alors, circonstance aggravante, ils sont achevés de sang-froid à coups de hache. Je vous ai dit, l'époque est plutôt difficile, hein. Les temps sont plutôt âpres. Le sacrilège est si énorme que si Bruce est pris par la justice du roi, il serait immédiatement condamné à mort sans aucune rémission possible. Alors avec ses compagnons, il se précipite vers le château de Dumfries et, par un coup d'audace absolument incroyable, il s'en empare. En quelques heures, le comte de Carrick, grand seigneur, familier de la cour du roi d'Angleterre, est devenu, et même redevenu donc, un hors-la-loi. Comprenez bien ce que ça veut dire, c'est important, ça veut dire vivre en dehors de ses terres, en dehors de ses châteaux, ça veut dire vivre dans la nature, parce que quiconque ose abriter un hors-la-loi s'expose à de fortes représailles. Ça veut dire aussi, surtout, se séparer de sa famille. On n'emmène pas femme et enfants en pleine nature. Alors au départ, au péril de sa vie, il va se réfugier à Glasgow, où de façon assez surprenante, l'évêque Wishart lui donne l'absolution pour le crime commis dans l'église des franciscains de Dumfries. Robert jure alors de respecter à l'avenir les privilèges et libertés de l'Église, c'est bien le moins évidemment, et il se trouve soudain devenu le porte-drapeau de l'indépendance, avec l'appui explicite et enthousiaste des évêques qui n'attendaient que ça, je vous le disais tout à l'heure. Sauf que Robert Bruce, c'est pas William Wallace. Dans ses veines coule le sang royal et il a, en tant que grand seigneur, quantité de vassaux et de fidèles qui sont prêts à le suivre. Et je rapproche avec ce que je viens de vous dire, ça implique que vassaux et fidèles, eux aussi, vont vivre en paria. Sa résolution est prise. Il faut un roi à l'Écosse et, de préférence, lui, bien sûr, à tout autre. Le 27 mars 1300, un peu plus d'un mois après le drame de Dumfries, il se fait couronner roi à Scone par l'évêque de Glasgow, au moyen d'ornements improvisés, puisque les joyaux de la couronne ont été emportés en Angleterre, vous savez, par Édouard Ier, j'en ai déjà parlé. Autour de lui, les évêques de St Andrews et de Moray, les comtes de Lennox et d'Atholl, le fidèle James Douglas, Alexander Fraser, Robert Fleming et des dizaines d'autres.
Détail pittoresque, la tradition ancestrale voulait que ce soit le comte de Fife qui devait asseoir le souverain, vous savez, sur la pierre de la destinée. Or, et la pierre et le comte étaient à Londres avec le roi d'Angleterre. Ce sera donc la sœur du comte, la comtesse de Buran, qui jouerait son rôle. Elle a choisi son camp, contrairement à son mari, John Comyn, qui n'est pas celui qui a été assassiné. Oui, je sais, ils s'appellent tous pareil, tout ça n'est pas très simple, je vous l'accorde. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.